never come back here. Have you ever heard of insect politics? Tu as déjà entendu parler de politique chez l'insecte? Moi non plus. L'insecte n'a pas de politique. Il est très brutal, sans compassion, ni compromis. On ne peut pas faire confiance à l'insecte. Je voudrais pouvoir devenir le premier insecte politicien. Nous commençons à passer de la mutation assez désespérante, il faut le reconnaître, à la métamorphose plus prometteuse. Oui, nous étouffons derrière nos masques, c'est vrai, mais nous allons peut-être enfin prendre une autre forme. Quelle sera-t-elle? Dans l'actualité des idées aujourd'hui, redevenir terrestre ou comment tirer les leçons d'un confinement alors qu'à peine sorti du second, les autorités envisagent déjà le troisième. Invité, le philosophe Bruno Latour, professeur à Sciences Po, fondateur du Media Lab, le laboratoire de recherche interdisciplinaire sur la place du numérique dans nos sociétés. Après Face à Gaïa et Où atterrir, celui qui se présente comme un philosophe du sens commun publie Où suis-je? Leçon du confinement à l'usage des terrestres aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond, maison sœur de la découverte. On y retrouve son idée de nouveau régime climatique, de zone critique. Les terrestres ont aussi définitivement remplacé les terriens et Gaïa est là, toujours majestueuse. Enfin, Kafka, moins anxiogène que la mouche de Cronenberg, dont on entendait un extrait. Kafka nous indique un chemin de la métamorphose. Bonjour Bruno Latour. Bonjour. Rebonjour, puisque vous nous accompagnez depuis la fin de la première partie de la Grande Table Culture avec Nancy Houston. Plus le confinement dure, plus il procède par à-coups, plus la leçon est dure, mais plus elle est durable, écrivez-vous. Ce n'est pas une crise que nous vivons, à vous lire, Bruno Latour, mais une mutation. Que sommes-nous en train d'expérimenter ? J'ai l'impression qu'on peut considérer que nous sommes des élèves dans une classe de rattrapage, disons, et que nous avons un répétiteur particulièrement dur et ininfluençable, qui est le virus, le Covid, et qui répète ses leçons, et apparemment il continue à les répéter, parce qu'il est là, il dit qu'il mute, et que vous croyez que ça va sortir, pas du tout. Voilà, vous n'avez pas compris la leçon, vous n'avez pas compris la leçon, vous n'avez pas compris la leçon. À un moment, vous allez la comprendre. Et la leçon, c'est que le genre d'être avec lequel nous sommes appelés à vivre et à survivre, c'est plutôt des êtres comme le Covid, plutôt que des êtres comme ceux qu'on imaginait avant, disons avec des bords bien clairs et qui ne réagissaient pas avec violence à nos actions, disons. Des objets au sens de la tradition. Donc voilà, c'est ça que je pense qu'on est en train de vivre. Ou du moins, c'est la leçon que j'essaye de tirer. Donc si c'est un répétiteur un peu dur, plus on apprend rapidement à comprendre de quoi il s'agit, mieux c'est, en quelque sorte. Parce que sans ça, on va avoir une deuxième série d'épreuves. Parce que ce répétiteur, évidemment, il est là juste pour nous préparer à l'épreuve suivante. Et l'épreuve suivante, c'est l'autre être dont vous venez de parler, dont on ne se rendait pas vraiment compte qu'il était là, qui est ce qu'on peut appeler le système Terre, c'est-à-dire la rapidité des réactions du système Terre, dont on connaît un des cas très clairs, qui est celui de la réaction climatique, ce que j'appelle le nouveau régime climatique, et de nouveau un être qui réagit rapidement à nos actions et qu'on a l'impression de découvrir. Donc, vous voyez, on est dans une classe de rattrapage avec un répétiteur qui nous apprend des choses. Voilà le genre d'être virus, bactéries vivants dont vous êtes, et que vous avez un peu oublié. Et ensuite, il y a le deuxième genre d'être, à beaucoup plus grande échelle, qui est le système Terre, à l'intérieur duquel vous êtes intervenu un peu brutalement, et peut-être qu'il va falloir que vous réagissiez. Donc, la partie positive de mon affaire, c'est que c'est un apprentissage, si vous voulez. Oui, il y en a eu une partie positive, et plus qu'une, parce que ce que vous dites, c'est que si on apprend bien la leçon, on aura le droit de passer dans la classe supérieure, et du coup peut-être passer de la mutation à la métamorphose. Tout se passe comme si le confinement imposé par le virus pouvait servir de modèle pour nous familiariser peu à peu avec le confinement généralisé imposé par ce que l'on appelle, et c'est un doux euphémisme, la crise écologique. En quoi, Bruno Latour, pour reprendre le titre de ce livre, de cet essai, en quoi la question « Où suis-je » vous semble aujourd'hui plus juste ou plus pertinente
que la question « Qui suis-je » ? Qui suis-je ça définit peut-être un humain ou un sujet, disons. Alors que la question de la localisation m'a paru précisément cette leçon que ce répétiteur un peu exigeant nous impose. C'est-à-dire on avait une espèce d'incertitude au fond sur l'endroit où on est. Et question qui m'avait beaucoup intéressé dans le livre Où atterrir aussi, c'est-à-dire des problèmes de mise en espace. Comme si on était en train de découvrir que l'espace à l'intérieur duquel on était supposé résider n'est pas le bon, en quelque sorte. Une espèce de déplacement, de mutation de l'espace. On a toute une tradition, on en parlait tout à l'heure avec Nancy Houston sur le XXe siècle, une grande tradition sur le temps et la projection dans l'avenir, etc. Mais on n'en a pas autant, disons, sur l'espace sur lequel on est. Et c'est ça qui m'intéresse. J'essaie de faire... Alors ça peut paraître complètement bizarre, je le reconnais, de dire, voilà, on est confiné chez nous, et puis quand on sortira de chez nous, eh ben, on sera encore confiné, cette fois-ci positivement, mais à l'intérieur d'un espace dont on aura en quelque sorte mesuré les limites et surtout la consistance. C'est un problème de consistance, vraiment. Ce que j'appelle le deuxième confinement. On est à l'intérieur de la Terre, on est dans ce que j'appelle aussi, avec certains de mes collègues scientifiques, la zone critique. On n'est pas dans l'univers, on n'est pas dans un espace infini, on est quelque chose qu'on savait, bien sûr, toute l'histoire de la Terre le montre, mais on l'avait oublié. Donc c'est ce répétiteur exigeant nous fait une leçon de métaphysique, en quelque sorte. La métaphysique, c'est de quoi le monde est-il fait ? Ben voilà, le monde, on croyait qu'il était fait d'un certain type de matériaux, qu'on appelait le matérialisme, disons, à l'ancienne, et puis brusquement, ah non, tiens, il est fait d'un autre type de matériaux, il est fait de type d'être comme le virus, qui réagit, qui mute, qui se globalise, qui infecte, qui a des tas de propriétés qu'on connaissait évidemment, mais dont on n'avait pas forcément conscience. Et il nous introduit dans un cadre matériel dont la matérialité, la façon de réagir nous surprend. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle nous surprenne, évidemment. Donc c'est une révolution à la fois du temps qui se joue en ce moment et une révolution de l'espace ou des espaces, des idées aussi. Si on reprend le point de départ de cet essai, Où suis-je, Bruno Latour, vous commencez par raconter qu'un jour, au réveil, vous avez le sentiment d'être devenu quelqu'un d'autre, comme le héros de Kafka, qui pendant son sommeil s'est transformé en blatte, crabe ou cancrelat. Qu'est-ce que cette métamorphose vous révèle ? De quoi est-elle, d'après vous, annonciatrice ? Qu'est-ce que c'est ce nouveau devenir, ce devenir termite qui est en train de se profiler ? C'est bizarre de prendre comme version positive la nouvelle de Kafka, je le reconnais, parce que être cancrelat, ça ne suscite pas un immense enthousiasme au début. Mais en même temps, regardez, vous avez un masque, on est en train de se dire que tout ce qu'on est en train de faire a des conséquences dont on ne s'apercevait pas, et on se retrouve effectivement, en quelque sorte, différent. Je pense que l'expérience que nous avons depuis mars avec le confinement, c'est une expérience d'une nouvelle façon de nous situer les uns par rapport aux autres, d'apprendre tout un tas de solidarités nouvelles, inversement d'apprendre des situations tragiques d'isolement et d'inégalité et d'insécurité. On peut parler, je pense que le terme de métamorphose ça s'applique assez bien. Alors, la leçon positive de ce devenir cancrelat, qui m'a évidemment attiré dans la nouvelle de Kafka, c'est la distinction avec ses parents. Parce que la façon dont nous regardons, disons, maintenant, nous qui devenons conscients de ce caractère terrestre, c'est qu'on regarde nos prédécesseurs, les générations d'avant, disons, comme de vrais étrangers. Et eux nous écoutent, comme dans la nouvelle de Kafka, qui dit que Grégor, qui est le héros qui est devenu cancrelat, fait des borborigmes. On n'entend pas ce qu'il dit, comme dans votre petit exemple que vous avez choisi au début. Et cette espèce de division, en quelque sorte, de ne pas comprendre ce que disent les autres et à l'échelle d'une vraie mutation, je pense que c'est ça que capte le mythe de la métamorphose que j'ai essayé de réutiliser positivement. Alors évidemment, je lui fais subir une transformation, puisque je prétends que ce cancre-là, finalement, est heureux, parce que du coup, il comprend où il est, et il peut commencer à bouger, et il se déplace, mais il se déplace avec tout son nouvel équipement
ses pattes, comme le dit Kafka. On ne sait pas s'il en a 6 ou s'il en a 8. Et il réapprend différemment à exister dans le monde. Finalement, c'est l'épreuve dans laquelle nous sommes mis. C'est une version très réaliste de ce que c'est que être dans ce nouveau monde. Et de s'approprier surtout sa consistance. J'insiste sur ce mot parce que c'est ça que le virus nous apprend. On va avoir que des relations avec des êtres qui réagissent à nos actions très vite, beaucoup plus vite qu'on ne pensait. Et donc toute cette idée de maîtrise d'objets qui était un peu notre équipement mental, affectif, idéologique d'avant, disparaît. En fait, en vous lisant, je me demandais, Bruno Latour, à qui s'adresse ce livre et ce qu'est exactement cet objet. Vous le définissez comme un conte philosophique. C'est aussi un manifeste, c'est aussi un manuel pour les générations présentes. Manuel, c'est beaucoup dire, mais je trouve que par ailleurs, j'essaye d'en faire une dérive pratique, disons, d'apprentissage de cette métamorphose. Donc j'ai aussi une dimension, disons, pédagogique. Mais non, c'est plutôt un conte pour donner un peu d'espoir à ceux qui sont confinés et qui apparemment vont être reconfinés. Que c'est une occasion qu'il ne faut pas gâcher de saisir ce que ça nous apprend sur la consistance du monde dans lequel on est. Donc un conte métaphysique vraiment. Oui, mais parce que vous dites quand même que c'est aussi un manifeste qu'on pourrait traduire en actes. Vous l'avez un peu pensé comme tel. Il y a beaucoup d'idées dans ce petit livre, il y a des concepts aussi, et pourtant ça n'a rien d'abstrait. Peut-être parce que ça tient aussi à ce que vous êtes ou à votre façon de concevoir votre rôle aujourd'hui comme philosophe de terrain. Les idées, elles naissent de là, pour vous, aujourd'hui encore, Bruno Latour, de ces discussions auxquelles vous participez, de ces ateliers, de cette expérience des autres, de cette mise en commun. Disons, je travaille collectivement parce que c'est une situation tragique et la seule chose qui nous permet de sortir d'une situation tragique, c'est d'inventer la tragédie au sens, cette fois-ci, de la fiction qui va avec. Et ça m'intéresse parce que j'ai fait des expositions, j'ai fait des pièces de théâtre, j'ai fait des ateliers de description selon les méthodes proposées dans Où atterrir. Parce que je crois que c'est ça qui nous manque. C'est qu'on voit bien, je signale quelque part dans le livre qu'avant on parlait de la difficulté que les gens ont de comprendre la situation écologique. Mais maintenant, tout le monde, en gros, a entendu parler de la question. Le problème, c'est qu'on n'a pas le métabolisme pour le comprendre. C'est pour ça que la métaphore de la métamorphose est très utile. Une métamorphose, c'est un changement aussi de métabolisme. L'être qui commence à se confondre, à fusionner pendant quelque temps et à se transformer en cancrelat, il apprend toute une série de nouveaux mécanismes pour absorber cette nouveauté. Et c'est ça que, à mon avis, et mon expérience, c'est que c'est aussi ça que les arts nous permettent d'absorber. Une nouvelle façon de métaboliser, et en particulier, quand même, de renouveler les positions politiques. Qui est la question fondamentale du livre, c'est que si on est des terrestres dans la zone critique, on n'est pas du tout pareil qu'avant. Donc la politique, la façon même de signaler ses intérêts, de s'allier, de s'aligner sur un tel ou un tel, ne sera plus la même. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est là où la notion de métamorphose est quand même assez une description assez claire de ce qui est en train de se passer. On n'a peut-être pas le métabolisme pour comprendre et on n'a peut-être pas non plus les armes pour combattre. Petit traité de Gaïa politique, c'est ce que dit Patrice Maniglier à propos de Face à Gaïa, dans un ouvrage collectif, Le Cri de Gaïa, Penser la Terre avec Bruno Latour. Vous nous donnez des armes en fait, des instruments conceptuels aussi pour essayer de nous orienter dans les conflits très durs que suscite et que va susciter encore le dit réchauffement climatique. On pourrait en dire autant avec Où suis-je ? Est-ce que vous vous considérez d'une certaine manière, et là encore, c'est le terme de Patrice Maniglier, comme un chef de guerre, Bruno Latour? Chef de guerre, non. Dieu du ciel, non. Mais signaler qu'on est en guerre, oui. Parce que ce qui est très étrange dans cette affaire de ce qu'on peut appeler le nouveau régime climatique ou la question écologique, c'est que on a encore cette espèce d'illusion qu'on va trouver des solutions pacifiques, en quelque sorte, en ce sens que si on était conscient des problèmes, et si on s'intéressait à la nature, on allait converger vers des solutions. Et on s'aperçoit que sur chaque sujet, c'est exactement l'inverse qui se passe. On discute maintenant des voitures électriques, et brusquement on s'aperçoit que les voitures électriques ne sont pas aussi extraordinairement écologiques, vertes qu'on le croyait. Et de fil en aiguille, tous les sujets sur lesquels nous étions en train de nous diriger deviennent des sujets de dispute. Donc chef de guerre, non, mais désigner un état de guerre qui
du coup, permet aussi d'imaginer des gestes de paix et de diplomatie, oui. Et la difficulté de cet état de guerre, c'est qu'il nous partage tous. Et donc, sur tous les sujets, on est partagé. Donc, c'est une des difficultés de la situation, c'est que on est dans le confinement, mais c'est qui les ennemis? Alors, le livre s'adresse aux terrestres, mais les ennemis des terrestres, c'est qui? C'est aussi nous, en quelque sorte. On est soi-même partagé. Et c'est ça qui rend très difficile de réutiliser sur ces sujets, disons, le vocabulaire usuel de la guerre, de la paix et de la vie politique. Des camps. C'est la difficulté de dessiner des camps qui pose un problème. D'où cette incertitude en ce moment entre ce qu'on appelle populisme, ce qu'on appelle néolibéralisme, etc. Il y a tout un vocabulaire, une nouvelle forme d'expression à inventer pour retrouver des camps, et ça va prendre du temps. Mais la première chose à faire, c'est qu'on est en situation de guerre, on s'envahit mutuellement. Le corps de mes enfants est envahi par les pesticides de mes amis agriculteurs, ou inversement, nous envahissons par des décisions tout à fait absurdes la vie des agriculteurs par des décisions de la PAC, etc. On est dans une multitude de décisions et on n'arrive pas à les organiser en camp, et il faut faire le boulot. Et dans ce Où suis-je sont cités et remerciés les plus jeunes, la jeune génération de la pensée écologiste, Baptiste Morisot, Nastasia Martin, Émilie H, Charlotte Brive ou encore Pierre Charbonnier, comme un passage de relais à cet état-major, à ce corps diplomatique avec lequel vous travaillez souvent. D'ailleurs, dans ce qui est le dernier chapitre du livre, le Pour en savoir plus, il n'y a pas juste un recensement des ouvrages qui vous ont peut-être influencé, c'est pas juste un inventaire des notes bibliographique, vous racontez vraiment comment votre pensée et cette réflexion pendant le confinement s'est construite à la lecture des autres et dans ce travail partagé. Et le virus, est-ce qu'il est un ennemi aujourd'hui? Est-ce qu'il faut le traiter comme tel, à vos yeux, Bruno Latour? Non, le virus, justement, vous savez, quand on a un répétiteur désagréable, quand on est en cours de rattrapage, on hait. Ça peut nous arriver de haïr le répétiteur, mais ça serait une erreur de montage, en quelque sorte. Il n'est pas du tout un ennemi. Nous ne sommes pas en guerre avec le virus. Le virus nous rappelle, au contraire, qu'il est celui qui a vécu le plus longtemps sur cette terre et qui l'a organisé, en fait, si on considère que les virus et les bactéries et les plantes sont les grands acteurs, quand même, de cette longue histoire de la Terre, il est chez lui. C'est ça, c'est une grande erreur de calibrage de la situation actuelle. On a l'impression que ce virus, il vient de l'extérieur et qu'il nous bouffe notre existence. Et c'est vrai, on aimerait bien pouvoir l'ignorer, mais en fait, on est chez lui. Et l'apprentissage, c'est que ce virus est le type d'être à l'intérieur duquel nous habitons et grâce auquel nous avons des plantes, de l'air, une atmosphère, une couche d'ozone qui nous protège du soleil, et l'ensemble de ces ressources que on résume sur la théorie de l'hypothèse Gaïa comme la capacité des vivants à créer leurs propres conditions d'existence. Donc, c'est ça qui est très étonnant, c'est que faire la guerre parler de guerre contre le virus, c'est faire une guerre contre nous-mêmes. Donc, il y a une espèce d'apprentissage qui, je reconnais, assez compliqué, qui est de dire ah, mais finalement, on est chez vous, virus. Il va falloir vivre avec ça. On le sait très bien dans la mesure où on est couvert de microbes et c'est grâce à ces microbes que nous existons très largement. Toutes les découvertes biologiques sur la multiplicité du rapport entre les corps des humains et le corps des microbes le montreraient. Donc, simplement, ça nous surprend parce qu'on pensait qu'on était dans un autre monde. C'est là où l'atterrissage à l'intérieur d'une région du monde que l'on n'avait pas vraiment cartographiée, en quelque sorte, la zone critique, parce qu'on pensait qu'on était dans un univers infini qui était fait d'objets. C'est une grande leçon de métaphysique, on est en train de la recevoir de façon un peu dure. Mais on ne va pas être en guerre contre le virus, on va apprendre à être chez les virus, si j'ose dire. Voilà, peut-être apprendre à coexister, à cohabiter, mais on n'a pas trop envie que nos corps soient l'hôte d'accueil, en tout cas pour ce virus. Mais nos corps sont les hôtes d'accueil de multitudes de virus et de bactéries et de phages, comme le dit justement Charlotte Brive, dont vous mentionniez le nom.
Et donc on a cette réapprentissage d'un écosystème à l'intérieur duquel on est plongé, dont on n'a pas la version politique. C'est ça le problème. Alors justement, j'ai évoqué ce passage de relais entre cette nouvelle génération de chercheurs, de penseurs et vous, et votre travail. Paraît justement ce mois-ci ce cri de Gaïa, Penser la Terre avec vous, Bruno Latour, chez votre éditeur, sous la direction de Frédéric Aït-Touati et Emanuele Coccia. C'est intéressant parce qu'il présente en ouverture Face à Gaïa, comme un de vos précédents ouvrages, comme un aboutissement extrêmement cohérent de votre parcours intellectuel, écrivent-ils, traçant le parallèle entre ce livre et vos premiers travaux sur Pasteur. Dans les deux cas, ce qui est en jeu, écrivent-ils, c'est le statut d'un acteur, entendu comme celui qui agit. Pasteur a élargi l'horizon politique pour permettre à un acteur nouveau, les microbes, de surgir sur la scène politique, sociale, économique et de devenir incontournable. Reconnaître aux microbes cette capacité d'agir et donc d'exister en tant qu'acteurs sociaux, au même titre que les humains ou les institutions. Est-ce que c'est pas ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec le virus? Même dans les mots, quelque chose a changé. C'est Dominique Legulu-Ludec de la Haute Autorité de Santé ce matin sur Inter qui disait: le problème, c'est qu'un virus, c'est intelligent. Son but dans la vie, c'est survivre et se multiplier. Et donc, il trouve les failles de notre système immunitaire. Donc, c'est vrai qu'il faut être très, très vigilant sur la nature de ces variants et leur contagiosité. Et on voit bien que le variant anglais, comme le sud-africain, il est plus contagieux que le précédent. Ou encore Yves Lévy, spécialiste des maladies infectieuses, qui nous dit hier dans le JDD qu'il fait des erreurs, ce virus, que sa finalité, c'est de survivre dans un mécanisme darwinien implacable. Les mutants les plus efficaces finissent par prendre le dessus. C'est-à-dire que quoi? Le virus est non seulement devenu un acteur de nos sociétés, mais en plus, il y a un parallèle ou des similitudes à dresser entre lui et nous. C'est-à-dire que nous sommes tous dotés d'un même instinct de survie, c'est ce qui nous anime. Il est darwinien, mais il y a mille interprétations du darwinisme. Dans une version assez crue du darwinisme, mais on voit bien que tout le monde est en train d'apprendre. Tiens, c'est étonnant, ce virus mute. N'importe qui connaît un peu Darwin ou les virus dirait, oui, forcément, c'est son boulot. Et en plus, il a une chance inouïe de se trouver en train de contaminer simultanément des milliards d'humains à peu près tous semblables du point de vue physiologique. Donc, il n'y a pas toute une série d'apprentissages à faire. Il suffit d'un humain, tous les autres vont être à peu près pareils. Et sur des quantités et des climats tout à fait différents. Donc, en gros, nous sommes pour le moment une espèce de grande expérience pour le virus, une expérience, effectivement, on a raison de le dire, darwinienne. Mais ça, on le savait depuis l'invention des microbes, même si les pasteuriens que j'avais étudiés ne s'intéressaient pas encore au virus, qu'on avait précisément parce que le virus, on ne peut pas le cultiver à l'époque, ni le voir. Ça date du début du XXe siècle. Mais l'ensemble l'idée qu'il va falloir vivre avec les microbes et qu'à partir du moment où on rajoute à la liste des êtres avec lesquels nous partageons notre existence les micro-organismes plus les scientifiques qui étudient ces micro-organismes, on est dans le monde effectivement qui arrive au 19e siècle avec Pasteur et les siens. Donc la filiation pour moi entre les études sur les microbes et les études sur Gaïa est très forte. Alors justement, Bruno Latour, Gaïa est faite de microbes. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire que l'hypothèse Gaïa, telle que vous l'avez formulée, relève de la même logique? Et qu'est-ce qu'on gagne finalement à ce changement de statut ou de perception? Ce qu'on change, c'est la question des échelles. C'est très intéressant que l'hypothèse Gaïa, elle est simultanément la convergence, si vous voulez, de deux ensembles de chercheurs, ceux qui étudiaient les petites bêtes, si j'ose dire, et ceux qui étudiaient l'atmosphère, disons le côté microscopique et le côté macroscopique, le plus petit et le plus grand, à l'intérieur de l'échelle de la Terre, naturellement, pas l'univers. Mais à l'intérieur de la Terre, l'hypothèse Gaïa, c'est que tout simplement, ce que nous appelons le grand, c'est-à-dire l'atmosphère, est la conséquence de l'action des petits, c'est-à-dire les bactéries, les virus et les plantes. Et cette conjonction-là, qui d'ailleurs n'aurait pas étonné Pasteur, il y a pas mal de textes de Pasteur sur l'usage indispensable des microbes pour recycler l'ensemble des vivants, mais ce qui est nouveau, c'est le changement d'échelle et surtout le fait que l'action des humains a été tellement puissante qu'elle a modifié la vitesse de réaction du système Terre qui est en face d'elle. Donc c'est ça qui est complètement nouveau. Pasteur n'aurait pas... je ne pense pas que personne au 19e siècle n'aurait vraiment imaginé cette situation de réaction, non pas simplement d'un virus, d'une bactérie, d'un microbe, mais celle du système Terre lui-même. Or, ce système Terre, il n'est pas étranger. Et parce il a été tissé au cours des milliards d'années
par ces mêmes virus et ces mêmes microbes les uns sur les autres. Donc c'est ça la modification. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous en situation, on est tous en quelque sorte plongés dans les découvertes de Darwin, mais ces découvertes de Darwin, elles étaient des organismes dans un environnement. La grande transformation, c'est que là, c'est l'environnement qui est produit par les vivants, et c'est cet environnement lui-même qui est en train d'être modifié par nos actions. C'est ça qui est nouveau. Pour quelques minutes encore, le philosophe Bruno Latour est notre invité. Après Où atterrir, il signe Où suis-je ? Leçon du confinement à l'usage des terrestres. C'est nous, et c'est chez Les Empêcheurs de penser en rond. C'est le nom de l'éditeur, Maison Sœur de la Découverte. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert. Comment prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive? Où se placer pour bien voir? Ce que le confinement a révélé, écrit-il, faisons-le fructifier, puisque nous avons plus à nous transporter, puisque nous n'avons plus à nous transporter dans un ultramonde, nous pouvons recommencer à chercher où nous loger ici-bas, ne pas calculer le monde, mais apprendre à le décrire ensemble. La crise écologique. La crise écologique, avec la destruction d'une bonne partie de la biodiversité, peut mettre en danger l'existence même de l'espèce humaine. Le gaspillage des ressources de la création commence là où nous ne reconnaissons plus aucune instance au-dessus de nous, mais ne voyons plus que nous-mêmes. C'est pourquoi la défense de l'environnement et la lutte contre l'exclusion exigent la reconnaissance d'une loi morale inscrite dans la nature humaine elle-même, qui comprend la distinction naturelle entre hommes et femmes et le respect absolu de la vie à toutes ses étapes et dans toutes ses dimensions. Est-ce que vous êtes d'accord avec le pape François devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York en 2015, Bruno Latour? Est-ce qu'il faut, et c'est aussi ce que vous formulez, redéfinir ce qu'est le ici-bas à l'aune des valeurs? Est-ce que c'est aussi ça qu'il formule? Mais vous ne le diriez pas avec ces mots-là. Non, parce que le pape essaye de tenir à la fois une tradition, une exigence, un magistère moral, une définition quand même très classique de la nature humaine, etc. etc. Mais ce qu'il dit au début de ce petit extrait, lui, par contre, me paraît très, très important, qui est le lien entre les injustices, disons, ce qu'il appelle le cri des pauvres, et les injustices, ce qu'il appelle le cri de la terre. Et c'est ce lien-là, qui est, disons, l'aspect prophétique d'un message qui, comme tous les messages, disons, du magistère catholique, sont des compromis parfois un peu bancals entre des traditions très, très, très divergentes. Mais pour la question que vous posez, ce qui, moi, m'intéresse pour les terrestres, il y a un chapitre sur la difficulté pour les chrétiens de redevenir terrestres. Ça pose plein de problèmes, et toutes les contradictions du discours papal s'expliquent à cause de ça. C'est d'avoir fait le lien que, finalement, on n'avait pas vraiment fait avant, sinon du bout des lèvres, entre les injustices sociales et les injustices terrestres. Et ça, c'est une invitation à réinventer la politique qui est quand même assez forte. Mais c'est aussi une énorme invitation aux catholiques à réfléchir un petit peu à ce qu'ils entendent par la notion d'incarnation, qu'ils avaient un peu tendance à considérer trop rapidement, et que si incarnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte des conditions d'existence et ne pas disons, tourner les yeux vers le ciel, mais tourner les yeux vers la terre, ce qui pose quand même tout un tas de questions philosophiques, théologiques, mais aussi rituelles, paroissiales et finalement morales. Mais ce qui est intéressant, vous dites aussi qu'il ne faut plus parler d'économie, en tout cas essayer, qu'il faut arrêter peut-être de calculer le monde, mais apprendre à le décrire ensemble. Et ça passe par cette idée des valeurs. Nous ne vivons pas dans la nature inventée par les économistes pour y faire circuler librement leurs calculs. Il faut replacer sur le devant de cette scène la question des valeurs. Oui, parce que la question la position des catholiques m'intéresse, mais moins finalement que cette religion laïque, cette religion séculière qu'on appelle l'économie, avec un grand E,
qui est l'idéologie, disons, des intérêts, qui correspond finalement assez peu à la description du monde dans lequel on est, si on accepte que la leçon du répétiteur Covid est la bonne leçon. C'est-à-dire, non, on vit sur des situations qui sont des situations de réaction très rapide des êtres vivants les uns sur les autres, et que, disons, le cadrage historiquement limité dans le temps, d'ailleurs, qui est très récent, par l'idéologie de l'économie, ne permet pas de capter. Et je pense qu'il y a toute une série d'exercices que nous faisons dans nos ateliers de description, qui est particulièrement douloureux. C'est, vous prenez une situation, essayez de ne pas la décrire dans des termes économiques. Et vous allez voir comme c'est compliqué. Parce que dès que vous cessez de la décrire dans des termes économiques, vous êtes obligé de prendre en compte toute une série d'autres valeurs, d'autres variables, et aussi, ce qui est assez troublant, de commencer à discuter avec ceux qui sont vos opposants. Et c'est ce que permet le Covid depuis quand même mars dernier, c'est l'ouverture de ce genre de discussion. Il n'y a pas une des règles que nous aurions accepté de considérer comme intangibles avant mars 2020 que nous ne sommes pas en train de rediscuter. Donc cet effet du virus, c'est quand même probablement l'effet le plus intéressant. Le virus nous dit recommencer à discuter des relations anthropologiques que vous avez les uns avec les autres. Et le formatage que nous donne l'économie est utile, disons, en première approximation, mais très grossière. Il va falloir refaire le boulot. Et cette reprise de la discussion, si j'ose dire, de la description, mon obsession est dans la description, et de la description contradictoire, et donc évidemment des conflits et des controverses, qui peut peu à peu grignoter, disons, l'enthousiasme que nous avons pour l'idéologie économique. C'est Voilà. un des points très importants, pour moi, de la situation du Covid. Oui. Ce qui pose la question des mots, en fait, de ces mots de l'époque qui font sens pour vous aujourd'hui. Hein. Et on terminera peut-être là-dessus. Et ceux qui ne font plus sens. Ils ont fait sens dans une période de modernisation, dans un monde qui n'existe pas, en fait. C'est-à-dire le monde dans lequel on était n'avait pas la bonne métaphysique. Il n'était pas fait des êtres avec lesquels, en fait, maintenant, on apprend à vivre. Et c'est ce déplacement-là, qui est quand même le déplacement civilisationnel massif, un peu retardé au XXe siècle. Hein, c'est une tradition ancienne aussi, mais que le XXe siècle avait terriblement retardé et qui nous retombe dessus avec une violence extrême. C'est ce que nos amis géologues appellent la grande accélération. Voilà, c'est une nouvelle mise en boussole que vous nous proposez là, Bruno Latour, dans Où suis-je ? Votre nouvel essai qui paraît aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Où suis-je ? Que faire ? Aller droit comme le conseiller Descartes à ceux qui sont perdus dans une forêt ? Mais non, vous devez vous disperser au maximum en éventail pour explorer toutes les capacités de survie, pour conspirer autant que possible avec les puissances d'agir qui ont rendu habitables les lieux où vous avez atterri. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci Bruno Latour. Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table. Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées, Oriane Delacroix avec Henri Leblanc et Sophie-Catherine Gallet pour La Grande Table Culture. Merci à Madeleine Martineux et Cathy Renaud. À la réalisation Thomas Beau avec Anthony Thomasson à la technique. Aujourd'hui, demain, la comédienne Ariane Ascaride et le neurologue Boris Cyrulnik.